Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato du PSG qui a un peu bougé quand même ces dernières heures. On a envoyé une offre pour Désiré Doué, on a relancé un dossier qui va être le sujet de cette vidéo, à savoir Victor Osimhen, mais surtout on a repris l'entraînement et donc on va faire un point sur tout ça. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je le disais en intro, reprise de l'entraînement hier, enfin, le premier entraînement collectif sera mercredi et d'ici là, on a coupé le groupe en deux comme d'habitude. Il y a une première partie qui est au campus PSG et l'autre qui fait les tests médicaux à l'hôpital américain de Neuilly. Ensuite, on interchange et mercredi, on reprend donc l'entraînement sur le terrain avec sûrement du foncier, un groupe très limité. Bien sûr, la seule recrue, c'est Matvei Safonov pour l'instant. Il y a les retours de prêt, le loft n'est pas encore mis en place, mais ça devrait arriver. Personne n'est parti aussi, personne n'a été vendu à part Kylian Mbappé qui a été présenté aujourd'hui au Bernabéu devant 80 000 personnes. Kimpembe était là. Selon les échos qu'on a eu dans la presse, il est plutôt en forme, voilà, plutôt affûté. Ayman Kari, sur les vidéos, c'est vrai qu'il allait jouer un peu boursouflé. C'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux. On sait que c'est un joueur un peu frustrant sur son début de carrière parce qu'il enchaîne un peu les blessures à différents endroits du corps, des blessures musculaires. Et là, peut-être qu'il est pas vraiment en forme optimale au vu des vidéos. Après, voilà, on juge que sur ce qui a fuité, mais le club ne le met pas vraiment en valeur, disons, sur les photos qui ont filtré. Reprenez-les, c'est vrai qu'on a l'impression d'un joueur qui a plutôt bien profité de ses vacances. Bon, dans tous les cas, on espère avoir quelques matchs amicaux parce qu'il y a Mbaye, évidemment, Ibrahim Mbaye qui est dans le groupe, le petit ailier droit très virevoltant qu'on a envie de voir en matchs amicaux. Ismaël Garbi, on ne sait pas s'il va être dans le loft ou si Luis Enrique va lui donner une chance au vu de sa bonne saison en Suisse. Globalement, c'est le seul Parisien qui a réussi son prêt l'année dernière. Endur, Bernat et tout ça, c'est des flops. Donc, c'est pour ça qu'on espère plus de matchs amicaux que les deux qui ont été donc officialisés par le club. C'était dans les tuyaux depuis une semaine. Mais voilà, on va jouer le mercredi 7 août à 18h30 en Autriche contre Sturm Graz. Et 3 jours après, le samedi, donc on joue le mercredi et ensuite le samedi à 18h contre Leipzig. Là, ça va être une vraie opposition. À une semaine du premier match contre le Havre, c'est vrai que on reprend l'entraînement tard. Pour l'instant, il y a un groupe un peu diminué. Il y a des interrogations sur le mercato, voilà, parce que ça avance pas vraiment. Mais il y a une certitude, on reprend beaucoup plus tard que les autres années. La compétition officielle pour le moins. Le Havre, c'est le 17 août, le week-end du 17 août. L'année dernière, par exemple, on prend Lorient le 12 août. Le Trophée des Champions, on le joue pas en été. La saison d'avant, on reprend le 6 août la Ligue 1 et le 31 juillet, on joue le Trophée des Champions face à Nantes. Donc là, on est vraiment sur une reprise très tardive en matière de match officiel. Par exemple, dans la perspective du match face au Havre, les Portugais et les Brésiliens vont revenir le 28 juillet, ce qui leur laisse quand même le temps pour être titulaires dès le premier match de Ligue 1 quand même. Ça fait quasiment 3 semaines de préparation. Après, les Français vont revenir le 5 août, donc Dembélé, Kolo Muani, Warren, Barcola. Peut-être que Warren et Barcola vont écourter leurs vacances au vu de leur faible temps de jeu avec l'équipe de France. On pourrait mettre Kolo Muani dans le même sac. Mais le 5 août, bon, ça par contre, ça fait 12 jours. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire pour le premier match de Ligue 1. Par contre, voilà, Portugais et Brésiliens, ça fait quand même une grosse partie de l'effectif. Marquinhos capitaine, Beraldo qui, si on a un 11 à faire aujourd'hui, est titulaire en défense centrale aux côtés de Marquis justement. Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo en attaque. Donc voilà, ça fait pas mal de monde. Donc voilà, comme je disais, le loft n'est pas encore fait, mais on l'espère, parce que au-delà des arrivées qui n'arrivent pas, qui semblent peut-être être liées à certains dossiers financiers qui floutent un petit peu la visibilité sur le mercato,
Donc les droits TV, même si ça a été bouclé ce week-end. Xavi Simons, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va pas partir, est-ce qu'il partira cette année ou l'année prochaine? C'est quand même important de savoir si les 80 millions vont rentrer cette année ou dans un an. Le dossier, bien évidemment Mbappé. Et c'est vrai que dans tout ça, ben, en fait, les ventes, elles, ne sont pas conditionnées par n'importe quelle données financières, et surtout on parle de joueurs qui n'étaient pas aux compétitions internationales et qu'on n'arrive toujours pas à refourguer. Mukiele par exemple, on nous dit que le club l'a proposé à plusieurs clubs européens et au final son salaire est trop gros. On rappelle que dans l'équipe ça avait fuité, plus de 8 millions de salaire pour Mukiele. Voilà. Soler pareil. Soler, on nous parlait de la Real Sociedad il y a 2 mois, qu'il voulait mettre 12 millions de transferts secs. À ce moment-là, ça m'avait surpris de voir un club, mais rien que le format en fait, peu importe le montant, avoir un club qui veut un transfert sec pour Carlos Soler, je me suis dit, mais c'est insensé, c'est improbable. Et au final, 12 millions. Et visiblement, on voulait 15, 20. On a été trop dur et aujourd'hui, ça traîne complètement. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, c'est quand même compliqué. Alors, ce week-end, comme je disais, il y a le dossier des droits télé de la Ligue 1 qui a été bouclé. Ça, c'est quand même important, même si nous, en tant que consommateurs, on se fait bien douiller. On rappelle qu'il y a eu l'échec Mediapro. Ensuite, plutôt que de faire le billet Canal+ Beansport, la Ligue a préféré faire Prime Video et tout ça. Au final, bon, ils ont abandonné et il a fallu refaire un appel d'offres. On rappelle, en fin 2023, en octobre, auquel personne n'a répondu. Aucun diffuseur à ce moment-là n'avait répondu à l'appel d'offres de la Ligue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 500 millions pour DAZN, donc le truc anglais, qui vont prendre 8 matchs sur 9. Et une journée sur 2, je crois qu'ils auront la grosse affiche. Et ils se la partageront donc sur une journée sur 2, pareil, de l'autre côté, avec Beansport. Donc l'offre DAZN, ce serait entre 30 et 40 euros par mois. Même si en matière marketing, ils ont intérêt à aujourd'hui dire qu'ils vont mettre 40 et au final, début août, quand ils vont commencer à commercialiser, nous dire on fait une réduction 25 euros. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça reste pas vraiment figé le prix. Ça n'en reste pas moins très élevé. Et donc le reste, Beansport. Donc je crois qu'il y a 400 millions qui sont donnés par DAZN et Beansport qui aurait une grosse affiche une journée sur 2 la grosse affiche qui donne 100 millions, ce qui fait 500 millions, soit la moitié du milliard qui était espéré par la Brune, un sacré échec. On rappelle que là, on parle de quasiment 50 euros pour voir la Ligue 1. Rappelez-vous Mediapro à l'époque. C'était 29 euros pour les matchs de Ligue 1. Ils avaient un match par journée de Champions League et il y avait même Netflix dans l'offre, ce qui est quand même très intéressant. Là, DAZN, ils ont pas grand-chose à nous proposer. Ils ont des trucs un peu mineurs de basket et tout le bordel. Et donc, on parle de plus cher que Mediapro, qui à l'époque, avec donc leur offre, qui aujourd'hui serait du luxe, vu ce qu'on se tape actuellement, ils ont jamais dépassé les 400 000 abonnés. Et ils ont mis la clé sous la porte. Vous vous souvenez des conditions, donc c'est absolument dramatique. On rappelle aussi que la Ligue, pour éponger un peu les dettes suite au Covid, avait vendu une partie de leur société commerciale au fonds d'investissement CVC, fonds d'investissement luxembourgeois. Et donc aujourd'hui, eh bien, le fonds d'investissement, ils vont retrouver leur investissement, puisque pour une durée indéterminée, la Ligue doit leur verser 13% de leurs revenus. Voilà, tout simplement qui vont aller au CVC. Donc là, je pense que à court terme, ça a été une bonne solution, mais à long terme, donc à partir de maintenant, on va sentir les effets. Pour rappel, grâce au CVC aussi, de l'autre côté, on a touché, je crois, 116 ou 130 millions d'euros en juin. Là, c'était la part du 1,5 milliard qu'ils avaient versé, donc pour acheter une partie de la société commerciale de la LFP. Donc ça, c'est un point qui s'est éclairci pour le club. Malgré tout, c'est un échec pour la Ligue. Mais pour le PSG, on va pas se mentir, c'est pas, on n'est pas à 20-30 millions près, mais au moins, on est sûr. Et juste après ça, eh bien, on a vu le PSG réactiver la piste Victor Osimhen, aujourd'hui envoyer une offre sur Désiré Doué, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on attendait pour bouger sur le mercato. Et pour cette vidéo, on va s'intéresser à Osimhen. À Osimhen parce que hier midi, le journal L'Équipe par l'intermédiaire de Loïc Tanzi, c'est vrai que c'est son dossier ça, Victor Osimhen. Tanzi, il a toujours dit Osimhen, c'est pas enterré. En février, il disait que c'était carrément la priorité du club au poste de numéro 9. Au mois de mai, quand ça paraissait un peu enterré, il disait attention, il faut pas laisser la piste Osimhen. Il y a 4 jours pareil, il l'avait mis au rayon des pistes en cours au PSG. Et donc hier, boum, il a fait son article. Au sein du club, on pourrait réactiver la piste. Tout le monde a suivi, Fabrizio Hawkins, Fabrizio Romano. Il faut dire aussi que ça fait plusieurs jours que les médias italiens, pas les plus fiables aussi, en parlaient. Ça parlait initialement d'une offre groupée pour Osimhen et Kvaratskhelia de la part du PSG. Offre de 200 millions. Bon, bref.
à voir ce que ça vaut. Mais donc, Osimhen, à la base, voulait la première ligue, on le rappelle, hein, la saison dernière. Au final, il a prolongé au Napoli qu'il avait retenu l'été dernier et en novembre, prolongé avec une clause libératoire de 130 millions, un salaire de 10 millions parce qu'ils lui ont dit « on te donne ce salaire et de toute façon, dans 6 mois, tu es barré à la clause libératoire ». Et au final, ils se sont rendus compte que leur technique de prison à retenir les joueurs quand ils sont au plus haut de leur forme, ben, ça ne fonctionne pas puisqu'aujourd'hui, personne ne mettra les 130 millions. Le mercato d'Arabie Saoudite ouvre dans 2 jours. Il y a Al-Ali qui est sur le coup, mais jamais ils les mettront. Autant les Saoudiens surpayent les joueurs en matière de salaire, autant en matière d'indemnité de transfert, ils sont très au fait des valeurs marchandes. Et ils savent très bien que 130 millions, c'est complètement surpayé. Et même la moitié de 130 millions, ce serait limite surpayé pour Osimhen, qui pour moi vaut 60-70 millions. Ce serait vraiment le juste prix, le bon prix pour un attaquant qui reste assez complet. Je trouve l'idée... Enfin, si on fait Osimhen sans vendre Kolo Muani ou Ramos, ce serait catastrophique. Voilà, je le dis tout de suite, ce serait catastrophique. Maintenant, ça n'en reste pas moins un attaquant assez complet. Pas Harry Kane, pas Benzema, parce que techniquement, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui va distribuer des longs ballons, qui va décrocher et être voilà un attaquant ultra technique, ultra fin dans les petits espaces. Mais c'est le genre d'attaquant très tonique, voilà, très explosif un petit peu, qui va y aller avec beaucoup de bonne volonté, assez létal devant le but, une vraie technique, mais bref, on va revenir là-dessus. Dans tous les cas, à la base, il voulait la première ligue. Au final, aucun club anglais n'a foncé là-dessus. Il a 25 ans, va sur ses 26. Donc pour comparer avec Gonçalo Ramos, il a fêté ses 23 ans il y a moins d'1 mois, le Portugais. Donc il y a 3 ans d'écart entre les deux. C'est quand même pas rien quand il faudra comparer, évidemment, les deux potentiels neufs du PSG. Et évidemment, 25-26 ans, c'est pas du tout dans la tranche de prix des pédophiles de Chelsea qui visent pas au-dessus des 20 ans quand il s'agit de recruter. Bref, donc Al-Ali tiendrait la corde en Arabie, mais le joueur, lui, attendrait que le PSG bouge. Voilà, il s'inquiéterait même de du fait qu'on ne bouge pas. Il y a Gianluca Di Marzio qui a dit hier que son agent était à Paris pour négocier et qu'on a proposé 3 joueurs. Mukiele Soler, rien de surprenant là-dessus, et un 3e qui serait Lee Kang-in. Alors ça m'a un peu surpris parce que avant Lee Kang-in, il y a Skriniar par exemple qui a bien connu Antonio Conte, qui colle avec la défense à 3 d'Antonio Conte, même si bien sûr il a 9 millions de salaire par an, ce qui fait que le Napoli, je pense, ne sera pas intéressé à moins que le joueur baisse son salaire, mais il a fait plein de déclarations comme quoi il voulait rester au PSG. Mais voilà, qu'on le propose pas, ça me paraît un peu bizarre. Et Lee Kang-in, de l'autre côté, on a eu un écho complètement contraire. Foot Mercato, alors info à prendre avec des pincettes parce que c'est pas très fiable, mais on nous dit qu'on aurait refusé 70 millions de première ligue pour Lee Kang-in. Donc d'un côté, on le proposerait dans le cadre d'un échange avec Osimhen, et de l'autre, on refuserait 70 millions, ce qui est absolument énorme. Enfin, moi, je préfère préciser, pour 70 millions, mais même 60 ou 50, bagages, aéroport, direct. 70 millions, je sais pas si on se rend compte, pour Lee Kang-in. Lee Kang-in qui me semble quand même assez limité. Enfin, il est très gentil, il vend les maillots, il a l'air d'être de très bonne mentalité. J'attends aussi de voir sur une saison complète avec déjà une vraie préparation, puisque l'année dernière, elle avait été tronquée par une blessure, rappelez-vous. Il s'était blessé dès le premier match amical, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, les trêves, où il avait plus joué à un moment de la saison avec son équipe nationale qu'avec le PSG. Donc là, avec un peu moins de déplacements extra-européens et tout ça, peut-être qu'il pourrait s'imposer, mais je lui vois quand même quelques limites. Là. Le dribbleur qui fait la toupie, la tête baissée, c'est caricatural, mais je pense que ça va être difficile pour lui de sortir de cette image que j'en ai, parce que c'est vrai que voilà, il y a quelques qualités qui semblent lui manquer pour évoluer au plus haut niveau et être assez létal. Bref. Donc voilà, 70 millions, je le fais partir. Après, dans le cadre d'un échange avec Osimhen, faudrait voir, hein, parce que 100 millions plus Lee Kang-in, non, pas du tout. À la limite, faudrait faire 50 millions et Lee Kang-in. Là, ce serait plutôt gagnant. Limite 45 millions, voire 40. Bref. Alors, ces histoires d'échanges, je dois avouer que là, j'en parle depuis 2 minutes, alors que d'habitude, je trouve ça bidon. À chaque fois, on nous en parle et jamais ça se fait. Mais, cette année en Serie A, il y a pas mal d'échanges qui se sont faits. Donc, peut-être qu'on va suivre la tendance. Et surtout, on a eu un écho comme quoi Lee toucherait 2 millions de salaire. Ce qui est assez peu, j'ai envie de dire. Ça m'a plutôt surpris. Autant Mukiele est complètement surpayé avec ses 8 millions, autant Lee à 2 millions, bon, ce serait, on va dire, un bon coup là de la part de Luis Campos, surtout si tu réussis à le revendre 60-70 millions. Alors là, franchement, j'applaudirais. Franchement, Lee Kang-in qui signe au PSG pour 20 millions, enfin je crois qu'on avait mis un peu plus parce que c'était une clause libératoire pour échelonner le paiement, 2 millions de salaire
et tu le revends 60-70 derrière. Oh, non mais là les gars, là je sais pas si on se rend compte, mais là j'applaudirais Luis Campos, franchement. Mais on en est très très loin. On en est très très loin, donc là on est dans l'utopique. Mais voilà, ça m'a surpris de voir qu'il touchait 2 millions, c'est plutôt pas mal. Sur Dean Howson, pareil, le défenseur néerlandais-espagnol de la Juve, là, pour atteindre les 30 millions, la Juve voudrait un joueur du PSG en échange. Alors à savoir qui. Mais voilà, peut-être que cet été on va enfin concrétiser toutes ces rumeurs bidons d'échanges qui ne se concrétisent jamais. Fabrizio Romano, il a dit quelque chose d'intéressant. RMC Sport aussi l'ont dit dans leur papier qu'ils ont lancé hier. Le PSG s'intéresserait à Osimhen que si on vend un des deux attaquants, Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Dans l'article de l'équipe, il était aussi signifié que le PSG n'a pas signifié aux deux joueurs qui voulaient s'en séparer, mais qu'on écoutait quand même le marché. Gonzalo Ramos, il y a l'Atlético qui vient de se séparer de Morata. Et pour Kolo Muani, on a refusé une offre de Dortmund début de mercato. Rappelez-vous, Dortmund était prêt à mettre 70 millions. Mais le problème, c'est que quand tu as mis 95 l'été dernier, qu'au final, du coup, en matière d'amortissement sur 5 ans, il te reste 78 millions à amortir, et ben c'est le montant minimum que tu vas demander pour Kolo Muani. Donc autant vous dire qu'il va rester au 1er septembre. Il sera là. Gonzalo Ramos, bon, c'est un peu moins. Avec Jorge Mendes, tu peux peut-être envisager aussi une porte de sortie. Ça me paraît plus réalisable d'exfiltrer Gonzalo Ramos que Kolo Muani, même si c'est pas forcément le plus souhaitable, selon moi. Mais voilà, pour moi, ça enterre un petit peu la piste Osimhen. Je vois pas les deux, enfin un des deux, partir entre Ramos et Kolo Muani. Bon, je resterai sur ce premier constat à faire. Quand on analyse Victor Osimhen, il faut faire un constat lucide, à savoir, Luis Enrique ne fait pas confiance en Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Voilà. Ça, c'est clair et net. Kolo Muani, en fin de saison, a été complètement délaissé, même s'il était titulaire sur les 6 matchs de poule en Ligue des Champions, même s'il l'a fait rentrer en deuxième mi-temps face à Dortmund en demi-finale, même s'il a eu un nombre incalculable de titularisations en Ligue 1 qui faisait office de rédemption, un petit peu d'occasion, évidemment, puisqu'il ne l'a pas saisi, de faire un peu sa rédemption. Gonzalo Ramos, ça a été beaucoup plus dur pour lui. Alors, il l'a mis en demi-finale retour face à Dortmund, mais je me demande à quel point il a été influencé par toute la masse qui demandait sa titularisation. Et puis surtout, le match a été mauvais, en fait, tout simplement, de la part de Ramos, alors qu'on était quand même dans une configuration qui lui convenait. On rappelle que le PSG canardait les centres et qu'il était jamais dans le bon timing pour les reprendre, même s'il y a aussi la question des centreurs, Dembélé, Hakimi qui centrent au 3e poteau. Il y avait aussi Gonzalo Ramos qui n'était pas au bon endroit au bon moment aussi. Voilà. Donc une fois que tu as dit tout ça, tu comprends un peu mieux pourquoi le PSG ne s'interdit pas de recruter un neuf. Maintenant, de manière relative, s'intéresser à Osimhen, après s'être intéressé à Alvarez, par exemple, de Manchester City, faut se mouiller la nuque, en fait. Parce que c'est comme l'année dernière, quand tu nous annonçais Harry Kane, et qu'au final, on prend Gonzalo Ramos. Bon, tu te dis, au-delà du standing de joueur, en matière de profil, c'est quand même très différent. Est-ce que le PSG veut jouer avec un quasi faux numéro 9, très technique, qui participe, qui est très mobile, ou est-ce que le PSG veut un genre d'attaquant complètement différent, quoi? Parce que là, c'est vrai que c'est très difficile à lire, tu vois ce que je veux dire. Premier point sur Osimhen, les blessures. Les blessures, puisqu'il l'est actuellement. Voilà. La reprise de Naples, il n'est pas là, parce qu'il a les blessures, enfin, il a des douleurs musculaires. Enfin, de fatigue musculaire, pardon, pour être très précis. Donc là-dessus, il enchaîne les blessures. C'est vrai qu'il loupe une vingtaine de matchs par saison, donc c'est quand même pas mal. Là-dessus, j'ai vraiment pas confiance. C'est vrai que sa grosse qualité, c'est la tête. Il a une vraie détente. Je le vois meilleur que Ramos là-dessus, parce qu'il a un meilleur timing, il saute sûrement plus haut, il est plus autonome, je pense, dans la surface que Ramos sur la tête. Mais est-ce que le PSG de Luis Enrique est une équipe qui centre? Et encore plus en hauteur. Parce que, à la limite, les centres à ras de terre en retrait, ça, c'était un circuit préférentiel en début de saison dernière. Mais les centres en hauteur, bon, on en a vu, comme je l'ai dit, au match retour contre Dortmund. Mais déjà, ça n'a pas gagné, puisque ça a été le match échec de la saison. Et puis surtout, ça n'a pas trouvé preneur. Ça n'a pas trouvé preneur dans la surface. Donc voilà. Pour le coup, Osimhen, je rabaisserai pas Osimhen. Évidemment qu'il est surcoté avec sa clause libératoire à 130 millions et tout ça, mais je ne serai pas aussi catégorique que tous les supporters du PSG. Je pense qu'Osimhen est un poil meilleur que Gonzalo Ramos et Kolo Muani, oui, bien sûr. Après, la plus-value n'est pas folle. Le gap entre Osimhen et Ramos et Osimhen et Kolo Muani n'est pas assez grand pour tenter le coup. Osimhen, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins qu'Osimhen est un attaquant très complet que je respecte. Par exemple, en 1 contre 1 de haut jeu, il sait se battre physiquement, se retourner, battre son vis-à-vis et filer au but.
Ça, t'as vu bon nombre de situations où il réussissait à s'en sortir. Il prend la profondeur. Il est rapide. Il réussit à faire des appels derrière les défenseurs. Maintenant, est-ce que le PSG de Luis Enrique, c'est comme les centres? Est-ce qu'on prend la profondeur face à tous les blocs bas qu'on affronte en Ligue 1? Non. Donc là-dessus, c'est vrai que il serait plus amené à jouer dans les petits espaces, à devoir dribbler. Bon, là-dessus, c'est pas trop son point fort, comme le jeu de passe. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de questions. Pour moi, de toute façon, le PSG de Luis Enrique est une équipe vouée à jouer avec un faux neuf, si tu veux participer. Ou alors, tu fais un peu comme l'Espagne, parce que c'est vrai qu'on peut rapprocher l'Espagne là de l'Euro au PSG de Luis Enrique, avec donc Morata, qui est un neuf qui participe pas forcément au jeu, qui fait plus les appels à vide. Ça va être ça le point névralgique. À savoir, donc tu n'auras plus Mbappé sur le terrain, mais tu vas avoir quelqu'un qui fait énormément d'appels à vide, à sa place, au poste de numéro 9. Gonzalo Ramos, Osimhen, bon, ça c'est des mecs qui vont se donner et qui donc vont bouger, parce que Mbappé, rappelez-vous, pendant l'Euro, il y a un moment donné, quand un journaliste lui demande pourquoi il prend pas la profondeur, il dit que c'est parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs qu'avant pour le servir. Donc déjà, manque de respect pour ses partenaires, qui grosso modo aussi, sont les mêmes. Il y en a certains qui sont restés. Il y a Griezmann quand même accessoirement qui était là sur le terrain pour le servir, et donc il dit j'ai pas les mêmes. D'accord, donc manque de respect pour ses partenaires. Et surtout, dans cette déclaration, en fait, j'en ai déduit que Mbappé, pour lui, la profondeur, il la prend, il fait les appels que quand il y a une possibilité de recevoir le ballon directement, pour qu'un partenaire le lance. Il voit pas les appels comme un moyen de libérer de l'espace pour ses partenaires, en faisant un appel à vide. Donc voilà, bref, encore une occasion pour moi de tirer une balle sur Mbappé. Mais ceci étant, voilà, au club, on va avoir quand même beaucoup plus d'appels, évidemment, l'année prochaine, même si nos milieux doivent aussi en faire beaucoup plus. Hein, et ça, ce seront probablement les mêmes que l'année dernière. Voilà. Il a un vrai instinct de buteur, Osimhen. C'est vrai qu'il a des gestes techniques à la finition très intéressants. Il n'y a pas de touche superflue. C'est là où je le trouve peut-être un poil meilleur que Gonzalo Ramos. Dos au but, je m'avancerai pas trop. Par contre, à la finition, j'ai vu Ramos trop de fois cette saison faire la touche de trop, être pas très à l'aise pour se mettre en position optimale de frappe. Osimhen, peut-être un peu plus létal, meilleur aussi quand il a un défenseur sur lui. 76 buts en 132 matchs au Napoli, c'est tout à fait respectable. Après, vous allez me dire dans les commentaires, je le vois venir, oui, Gonzalo Ramos, il a un meilleur ratio qu'Osimhen cette saison, temps de jeu, but marqué. Mais Gonzalo Ramos, il a un ratio quasiment meilleur que toute l'Europe, en fait, parce qu'il a très peu joué. Et ça s'explique par les configurations dans lesquelles il entrait, en fait. C'est-à-dire que Gonzalo Ramos, il a fait ses stats en rentrant à la 70e minute d'un match où on perd. Donc, l'adversaire, déjà, commence à ouvrir les espaces. Puisque tu rentres tard dans un match, les espaces sont plus ouverts. L'adversaire fatigue. CF, le penalty qu'il va chercher face à Rennes au mois de février. L'adversaire est fatigué, donc a une propension à faire des erreurs dans sa surface qui est plus grande. Voilà. Et comme c'est des physionomies où on perdait, l'équipe était tournée vers l'offensive. Gonzalo Ramos, quand on l'a mis au début du match à 0-0, pardonnez-moi, c'était quand même pas la même chose. Donc ces histoires de Gonzalo Ramos, c'est un meilleur ratio. Bon, je les prendrai quand même avec des pincettes. Je trouve que c'est pas un argument très très valable. Voilà. Et pour encore défendre Osimhen, bien sûr qu'il faut noter que le Napoli a eu une saison très laborieuse collectivement, comme pour Kvara. Ils ont enchaîné les entraîneurs, ils ont commencé avec Rudi Garcia, ensuite ils en ont 2 ou 3 de plus, ils finissent 9e ou 10e de Serie A. Bref, ça a été catastrophique pour eux, alors que la saison dernière, où Osimhen surperformait, c'était dans un système proche de celui de Luis Enrique. Le 4-2-3-1 de Spalletti, alors c'est pas le 4-3-3 de Luis Enrique, c'est vrai en matière de disposition, mais en matière de plan de jeu, c'est tourné vers la domination, la possession. Donc là-dessus, ça pourrait rapprocher. Voilà. Après, voilà. Je voulais juste défendre Osimhen parce que je trouve que, en fait, déjà, peut-être que ça surcote un petit peu trop Gonzalo Ramos, je trouve, chez les supporters parisiens. Premier point. Deuxième point, bien sûr que ce serait catastrophique d'investir encore 100 millions sur un neuf sans vendre
un des deux qu'on a acheté l'été dernier, ce serait absolument catastrophique. On peut aussi se questionner sur le fait de pas laisser de seconde chance à nos numéros 9, de pas être très patient, même s'il y a des moments où on a vu quand même des facultés très très laborieuses, les gars. Je suis désolé, mais je me souviens de Gonzalo Ramos à l'automne, je me souviens de Kolo Muani en deuxième partie de saison. Il y a des matchs, c'est vraiment vraiment indigne du PSG. Voilà. Donc s'il y a une offre qui fait qu'on s'y retrouve, croyez-moi que Luis Enrique sera de mon avis et réfléchira, parce que j'en reviens au premier point de ma vidéo. Luis Enrique ne leur fait pas confiance. Et voilà, il l'a montré dans tous ses choix, à part pour Ramos, la demi-finale retour face à Dortmund. Avant, il était délaissé. Rappelez-vous comment ça se plaignait. Gonzalo Ramos délaissé, Gonzalo Ramos, Luis Enrique, lui manque de respect. Il y a une raison. Kolo Muani, bon, c'est vrai qu'il lui a laissé plus de chance, mais pas forcément numéro 9. C'est vrai qu'il l'a aussi fait jouer au poste d'ailier. Donc voilà. Après, le Napoli, par exemple, qui nous refuse Guevara, et derrière nous qui leur prenons Osimhen, pour les arranger et tout ça financièrement, mais ça pareil, ce serait cataclysmique. Bien évidemment que je suis absolument contre ça, absolument contre. Voilà, Osimhen a plus de 70 millions, je suis contre, bien sûr. Voilà, Osimhen pour moi c'est 60-70 millions, c'est tout. J'ai juste défendu le joueur à proprement parler dans la vidéo, parce que je trouve que les supporters parisiens le font passer un peu pour un moins que rien. Mais sinon, voilà, pour moi, Osimhen, j'accepte que si c'est 60-70 millions et si on a vendu un des deux neufs au préalable, avec une petite priorité. Alors, je sais pas trop entre Kolo Muani et Ramos, franchement, je peine à Kolo Muani a l'avantage d'être polyvalent et pouvoir jouer sur l'aile. Ramos me semble meilleur au poste de numéro 9 et en matière de résilience, mentalité, je le trouve un poil meilleur. Peut-être avantage Ramos, mais bon, c'est vraiment, les gars, c'est 51-49 quoi, limite 50-50 entre les deux. Voilà. Donc autant vous dire qu'Osimhen, bon bah voilà, je suis contre cet été, parce qu'il y a deux conditions, vendre un des deux, et 60-70 millions, jamais ça se fera, jamais les conditions seront remplies, et donc si ça se fait sans un des deux critères, je serai pas content. Et si ça se fait en gardant les neufs et en mettant quasiment 100 millions sur Osimhen, non mais là ce serait catastrophique, ce serait complètement catastrophique. Et j'ai aussi l'impression, ça pose une autre question, que le club vise un gros joueur en attaque, un joueur bankable qui va faire parler, un gros coup, tu vois ce que je veux dire, plutôt qu'un profil. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, on n'entend plus trop parler du poste d'ailier gauche. Est-ce qu'il est délaissé? Ça, j'en ai bien peur. Ou alors, est-ce que le club bouge sur Désiré Doué, le considérant comme un ailier gauche? Auquel cas on ne sera pas d'accord. Désiré Doué, pour moi, est un 8-10. Et surtout pas un ailier, encore moins dans le 4-3-3 de Luis Enrique, où les ailiers collent la ligne, n'en bougent pas et doivent faire des différences un petit peu tout seuls, ne sont pas vraiment dans la densité. Hein, c'est quand même compliqué. On l'a vu la gestion de Lee Kang-in la saison dernière. Voilà. Pour moi, ailier, voilà, Nico Williams. Nico Williams, c'est vrai qu'il touche 10 millions à Bilbao, mais voilà, s'il faut l'augmenter à 13-14 millions, moi je trouve qu'il les vaut quand même. Je trouve que 58 millions de clauses et un salaire à 14 millions, eh ben on y va. Eh ben on y va parce que sinon c'est qui? Sinon c'est Kingsley Coman là qui vient de refuser Fenerbahçe en Turquie en faisant filtrer dans la presse qu'il préférait un retour au PSG et c'est 17 millions de salaire, 28 ans, 28 balais, voilà, blessé tout le temps. Moi, j'adore Kingsley. Il est super talentueux. Si je dois parler avec mon cœur, bien sûr, quand je le fais revenir. Mais ma raison me dit que non. Guevara, 100 millions, non. Alors, j'espère vraiment que... Enfin, c'est bizarre. Soit Nico Williams nous a catégoriquement refusé beaucoup plus tôt dans le mercato, soit Luis Enrique a dit à la direction, écoutez, ne bougez pas, j'aime pas le joueur. Je l'ai eu avec l'Espagne, j'aime pas le joueur. Parce que c'est vrai qu'on a très très peu de rumeurs sur Nico Williams. C'est très bizarre. Voilà. Et donc là, on voit le PSG se positionner plutôt sur un numéro 9. Donc, je me dis peut-être qu'on privilégie le coup qui sera fait plutôt que le profil qui sera recruté. Pour essayer de frapper fort là avec un joueur très connu sur la scène football et tout ça. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain ou après-demain justement pour parler de Désiré Doué. Tiens, allez, gros bisous les amis. Prenez soin de vous.